Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Avec Élodie Martal, nous sommes heureuses de vous accueillir sur ce webinaire pour échanger sur les problématiques d'attractivité et de formation des métiers du sanitaire et du social. Aides-soignantes, éducateurs spécialisés, infirmiers et tant d'autres, tous accompagnent nos enfants, soutiennent nos aînés et veillent quotidiennement sur notre santé. Mais malgré leur utilité sociale et le sens qu'ils portent, ces métiers font face à une baisse d'attractivité. Je m'appelle Hélène Lecomte et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre qui est organisée par la plateforme d'observation sociale Occitanie, qui est portée par la DRETS. Nous accueillons ce matin 4 intervenants qui vont nous apporter des données, des outils et également nous faire part d'actions mises en place sur le territoire. Je vous présente sans plus attendre le sommaire et j'invite dans le même temps les intervenantes et les intervenants à me rejoindre. Il est organisé en 2 temps. Le premier, il va être consacré aux données et outils. C'est Olivier Française qui est chargé d'études à l'Observatoire du Carrefouref Occitanie, qui va nous proposer un cadrage statistique dynamique des métiers du sanitaire et du social en s'appuyant sur un outil de data visualisation qui est accessible à tous sur le site du Carrefouref. Bonjour, Monsieur Française. Bonjour. Mathieu Chêne est chargé d'études et d'enquêtes statistiques à la DRETS Occitanie. Il va nous faire part des premiers résultats de l'enquête annuelle auprès des écoles de formation. Quelle évolution dans le nombre d'écoles, quelle répartition territoriale. Il va nous parler également des étudiants en sanitaire et en social, quelle est l'évolution du nombre d'inscrits et les principales caractéristiques. Et il nous fera un focus sur l'évolution des taux de diplomation au cours des 10 dernières années. Bonjour Mathieu. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Olivier Française reviendra ensuite nous parler d'un outil de data visualisation qui est en lien avec les données de l'enquête école qui vous auront été présentées préalablement par Mathieu. Ils répondront ensuite tous les deux à vos questions et je relayerai vos remarques. En deuxième partie de ce webinaire, nous allons écouter Réjeanne Simon, qui est directrice des soins et conseillère pédagogique au pôle formation des premiers soins pharmacie-biologie de l'ARS Occitanie, et Christine Stervinou, qui est directrice de formation recherche et innovation à l'Institut de formation au métier de la santé de Pamiers. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Elles ouvriront la discussion autour de l'attractivité des formations paramédicales, des enjeux d'orientation des étudiants et des abandons en cours de formation. Réjeanne Simon va nous faire part des problématiques et des leviers que l'ARS a identifiés autour de la formation des professions paramédicales. Et Christine Stervinou nous dira comment l'IFMS de Pamiers s'organise pour développer l'attractivité des formations sanitaires et améliorer l'efficacité de l'orientation en collaboration avec des lycées du territoire. Voilà, nous allons maintenant commencer. Donc, je voulais juste en profiter pour vous signaler la publication d'une étude par l'adresse sur les conditions de travail des professionnels du social. Elle est parue à l'automne dernier. Vous pouvez en retrouver les conclusions dans le portrait social de l'INSEE édition 2025. Et Élodie vous a d'ores et déjà posté le lien dans le chat pour que vous puissiez télécharger et lire cette ressource fort utile. Je vous invite, Olivier, à prendre la suite. Merci beaucoup Hélène. Rebonjour à toutes et toutes. Donc, je suis Olivier Française, chargé d'études au Carrefouref Occitanie et notamment référent de l'Observatoire des métiers du sanitaire et social. Et donc, je vais dans un premier temps vous présenter un petit peu les ressources et notamment deux data visualisations qui sont en ligne sur notre site pour cadrer un petit peu le sujet des métiers du sanitaire et social dans la région Occitanie. Donc, pour commencer, je vais juste rapidement vous présenter où je me situe sur le site internet du Carrefouref Occitanie. Donc, c'est une rubrique qui est accessible à tout le monde. Il faut aller dans l'onglet territoire, secteur et métiers, puis s'informer sur les métiers et les secteurs d'activité. Et on retrouve du coup la rubrique observatoire des métiers du sanitaire et social. Donc, les métiers du sanitaire et social occupent une place absolument centrale en Occitanie. Ils représentent environ 285 000 professionnels, soit 13% de l'emploi régional, ce qui constitue à la fois un pilier économique et social de nos territoires.
Mais en fait, derrière ces chiffres régionaux, les réalités sont assez contrastées et assez hétérogènes en fonction des départements et des territoires. On va y revenir dessus. Les éléments que je vais vous présenter donc s'inscrivent dans le cadre de l'Observatoire des métiers du sanitaire et social qui est porté par le CARIFOREF Occitanie et qui s'inscrit dans le schéma régional des formations sanitaires et sociales. Donc l'objectif de cet observatoire, c'est de mutualiser les connaissances, d'objectiver les évolutions du secteur, d'éclairer les décisions de la région en matière d'offres de formation. Donc le but, c'est pas seulement de produire des chiffres, mais c'est d'essayer de construire un socle commun d'analyse pour les acteurs du sanitaire et social. Dans le cadre de cet observatoire, donc on produit un certain nombre d'études et de data visualisation. Donc, on a une étude un petit peu générale qui est sortie en 2022 sur laquelle je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. Ensuite, chaque année, on produit une étude avec un focus synthétique. La dernière en date, c'était notamment sur les métiers de la petite enfance à l'échelle régionale. Et enfin, on a actuellement 2 outils de data visualisation, un avec une entrée par métier et un autre avec une entrée par département, qui seront bientôt complétés par un 3e outil de data visualisation sur la formation dont je vais parler après l'intervention de Mathieu. Alors juste avant de rentrer dans les détails, je vais préciser un petit point méthodologique, c'est que les métiers pour l'instant qui sont présentés dans ces data visualisations sont ceux pour lesquels la région a la compétence formation. Donc on n'a pas encore l'exhaustivité du champ des métiers du sanitaire et social, mais c'est possible qu'on l'intègre dans le futur. Alors pour cette présentation, je vais me concentrer principalement sur la data visualisation avec l'entrée département, mais je parlerai également rapidement de l'autre avec l'entrée métier parce que elles sont finalement assez complémentaires toutes les deux. Alors voilà comment ça se présente donc quand on est sur la data visualisation. On arrive sur cette page qui est interactive et donc on a une carte de l'Occitanie avec la population par département et le nom des départements. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va cliquer sur un département. C'est normal, il y a un petit peu de temps de chargement, donc ça c'est dû au logiciel et au poids de toutes les données qu'il y a derrière. Et ensuite, donc là, je suis par exemple sur l'Aveyron et on va avoir pour tout ce qui suit les données pour le département sélectionné, donc ici l'Aveyron en bleu clair, et on aura donc les informations également pour l'ensemble de la région Occitanie en bleu foncé à côté. Donc ça va être le cas sur l'ensemble de la data visualisation. Alors maintenant, je vais passer un petit peu bloc par bloc pour décrire rapidement les informations qu'on va trouver. Donc, je ne vais pas parler de chaque indicateur. Hein. L'idée, c'est plus que vous ayez un aperçu selon vos besoins de ce que vous pouvez trouver sur cet outil. Donc, on commence avec un premier bloc qui permet de resituer le département dans son contexte démographique et social. Donc, c'est évidemment des éléments qui sont importants car les besoins en services sanitaires et sociaux sont directement liés au vieillissement de la population, à la précarité et à la dynamique démographique. Donc, ces données sont issues du recensement de la population de l'INSEE et on va avoir donc à chaque fois pour le département et pour l'Occitanie la part de la population de plus de 80 ans, la part des hommes et des femmes ainsi que le taux de pauvreté. Ensuite, on a un bloc avec des chiffres clés. Donc ça, j'y reviendrai peut-être à la fin parce que tout va être détaillé en fait par la suite, mais c'est comme un petit peu une synthèse. Et maintenant, au-delà du contexte, si on regarde un petit peu le secteur, comment il est structuré localement. Donc là, je vais rester pour l'ensemble de cette démonstration sur le département de l'Aveyron. Mais on va avoir du coup des informations sur les structures et les effectifs employés, donc à partir des données de l'INSEE de la base Flores. Donc là, on aura l'ensemble des établissements du département et la part parmi ces établissements de ceux qui sont dans le secteur du sanitaire et social.
Donc, par exemple, sur 25 696 établissements en Aveyron, on en a 6 244 qui sont dans ce secteur-là, soit 24%. On a à côté, du coup, le comparatif en Occitanie. On a la même chose pour les salariés, l'ensemble des salariés, puis ceux dans le sanitaire et social. Donc, on se rend compte que ça représente quand même une part relativement importante. En Aveyron, par exemple, c'est au-dessus des chiffres de l'Occitanie. Ensuite, on a le détail toujours dans ce bloc sur les différentes grandes catégories, donc la santé, médico-social, l'aide à domicile, le transport sanitaire et les services médico-sociaux. Donc c'est toujours la même architecture, hein, donc les chiffres du département puis ceux de l'Occitanie. Et enfin, si on va sur le bloc suivant, on est sur le profil des actifs en emploi. Donc, toujours la comparaison département-région. Donc là, on va avoir le nombre de professionnels de santé par spécialité, pardon. Donc, on voit que le plus gros bloc, c'est les infirmiers, avec 2936 en Aveyron. On retrouve des informations aussi sur quel genre prédomine. Donc, on se rend compte que c'est des métiers qui sont particulièrement féminisés, donc sans surprise. On a également les tranches d'âge. Ça, c'est assez intéressant, des professionnels de ces métiers-là, et on se rend compte qu'on a une part importante de plus de 55 ans, ce qui pose évidemment la question du renouvellement quand ces personnes-là vont partir à la retraite, et donc l'importance de la formation dans ces métiers-là. On a également des informations sur le niveau de qualification des diplômes, avec pratiquement la moitié qui sont sur des niveaux 5 ou au-dessus. Donc le bloc qui suit, ça c'est les chiffres, c'est présenté un petit peu différemment, mais c'est les chiffres sur la région Occitanie pour avoir des comparaisons. Ensuite, on passe sur les conditions d'emploi des actifs à partir de la base tout salarié de l'INSEE. Donc là, on a des informations sur la répartition entre secteur privé et secteur public. Donc, on est à 59% du secteur privé sur l'Aveyron et 58% sur la région Occitanie. C'est globalement stable dans la plupart des départements. Au niveau des projets de recrutement, on va avoir donc par métier pour le département et pour l'Occitanie le nombre de projets de recrutement. Donc ça, c'est des données qui sont assez récentes, qui viennent de la base besoin de main-d'œuvre de France Travail, qui ont été actualisées en 2025. Et on a l'information sur les projets qui sont jugés difficiles pour chaque métier. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, il y a vraiment un enjeu lié à la formation quand on voit que sur certains métiers, par exemple les techniciens médicaux et les préparateurs, on a 100% de projets jugés difficiles, et globalement, les pourcentages sont assez élevés. En complément, on a du coup aussi des informations sur les offres d'emploi publiées, diffusées par France Travail. Donc ça vient un petit peu disons que c'est un petit peu dans le même sens. On se rend compte qu'il y a pas mal d'offres d'emploi qui sont publiées dans les métiers de la santé et du social. Et enfin, on a des statistiques sur les demandeurs d'emploi. Et donc là, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on se rend compte qu'on a pas mal de demandeurs d'emploi malgré une offre qui est importante. Et donc, du coup, ça pose évidemment la question de l'adéquation des compétences, du besoin de renouvellement, et donc évidemment la formation, c'est un petit peu la variable d'ajustement. Et à la fin, donc il y a une partie un petit peu plus méthodologie où il y a un peu plus d'informations sur tout ce qui est les sources de données, les millésimes des enquêtes, etc. Je vais vous montrer maintenant rapidement la deuxième data visualisation. Donc, c'est les données par métier.
J'attends que ça charge, hein. Pareil que pour l'autre, ça peut mettre un petit peu de temps. Et donc cette fois-ci, donc on a une entrée par métier, donc on va pouvoir choisir dans le menu déroulant parmi tous les métiers un métier. Et à partir de là, on aura des informations sur les chiffres, donc les chiffres clés du métier, donc choisi et en comparaison de tous les métiers du champ de la santé et du social à côté. Donc un petit peu comme pour l'entrée département, mais cette fois entrée métier, on va avoir le profil des actifs en emploi, donc avec leurs caractéristiques sociodémographiques, les conditions d'emploi. Je passe un petit peu vite pour essayer de respecter le timing, mais vous pourrez explorer l'outil plus en détail de votre côté selon ce qui vous intéresse. Donc on a des informations sur le type de contrat, CDI, CDD, le temps de travail. Pareil avec les données de France Travail, on va avoir plein d'informations sur les projets de recrutement, donc pour le métier donné et en comparaison avec tous les métiers confondus, et les offres d'emploi. Les offres d'emploi, pardon, et les demandeurs d'emploi. Voilà, donc en gros, ce que montre un petit peu ces data visualisations de façon globale, c'est que les enjeux d'attractivité et de formation sont profondément territoriaux et sont assez différents en fonction des métiers. Le secteur est structurant et les besoins de renouvellement sont importants malgré, avec des tensions qui persistent. Et donc, la formation apparaît donc comme un levier d'ajustement, mais aussi d'anticipation. Voilà, et juste pour finir, je précise que cet outil, l'objectif de cet outil, c'est pas de fixer un diagnostic, mais c'est de permettre aux différents acteurs de s'approprier les données pour essayer de nourrir les réflexions stratégiques dans le cadre du pilotage, mais que ça peut intéresser différents acteurs à leur échelle. Je vous remercie de votre attention. Bien, on va écouter Mathieu Chêne sur l'enquête école, et puis Olivier Frances, on vous retrouve juste après. Voilà. Eh bien, rebonjour à tous. Moi, je vais intervenir dans le cadre de la présentation des premières données dont on dispose sur les inscriptions dans les formations du sanitaire et du social. Donc, il s'agit de premiers résultats qui mèneront à une étude plus complète dans les mois à venir. Et il me semblait important, avant toute chose, de bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, l'enquête sur les écoles de formation aux professions du sanitaire et du social, c'est une enquête qui existe depuis 1983. Et avant d'entrer dans les chiffres, j'aimerais poser brièvement le cadre de l'enquête. Donc, quels sont ses objectifs, de quoi elle parle, de qui elle parle et comment est collectée la donnée. Alors, elle permet donc d'identifier le nombre de candidats, d'inscrits et de diplômés par établissement. Elle se base sur le répertoire FINES, donc le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux, qui fait l'inventaire donc des équipements dans le domaine sanitaire et social, dont font partie les établissements de formation et qui est aussi géré par la DRETS. Il s'agit là de données qui sont des données individuelles et qui sont regroupées par type de formation. Et il faut aussi bien différencier l'enquête école de l'enquête étudiant. D'un côté, la donnée est récoltée auprès des organismes de formation et de l'autre, elle est directement récoltée auprès des étudiants. Concernant le champ de l'enquête, donc elle porte sur les formations préparant aux 16 diplômes du sanitaire et aux 14 diplômes du social. J'apporte là aussi une précision sur le fait que 2 diplômes n'existent plus depuis 2021 dans les formations du social, celui d'aide médico-psychologique et celui d'auxiliaire de vie sociale, qui sont maintenant tous deux regroupés dans le diplôme d'accompagnante éducative et sociale. Et aussi, elle permet d'avoir un certain niveau de détail. Elle recense les inscrits ayant effectué une rentrée au cours de l'année civile, quelle que soit l'année d'études, première année, deuxième année, et cetera. Et donc là, on parle bien ici des élèves qui sont en études du 1er janvier au 31 décembre de la même année et non pas d'année scolaire. Elle permet aussi de connaître le type de formation, initiale, continue ou alternance. Et elle permet également de recenser le nombre de diplômes délivrés au cours de l'année.
Concernant la collecte donc est pilotée par la DREES, donc la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Il me semble qu'il y a 2 personnes qui sont de la DREES, enfin qui se sont inscrits au webinaire. Je les salue. Et après donc cette collecte donc est assurée par Ipsos, pardon, qui donc s'occupe de l'envoi et de la relance de l'enquête. Et nous, en CES, donc en service, études, statistiques et évaluation, on assure la validation du champ de l'enquête, les dernières relances si c'est nécessaire. Et donc cette enquête se déroule sur les 3 premiers mois de l'année, elle s'achève au mois de mars. Donc actuellement, on est en train de collecter les données de l'année dernière, donc pour l'année 2025. Enfin, dernière précision avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais évoquer un peu le rôle de chacun ce qui constitue un peu l'écosystème de la formation du sanitaire et du social. Donc nous, la DREETS, on s'attache à répondre aux besoins en compétences, professionnelles en soutenant la formation. On a globalement différentes missions, donc développer l'apprentissage en région, contrôler les, acteurs de la formation professionnelle, mettre en œuvre la politique des titres pro, délivrer les diplômes d'État dans le secteur paramédical et social et aussi garantir la cohérence entre, besoins territoriaux et offres de formation. L'ARS, elle, est garante de la conformité de la réglementation et de la qualité des formations dispensées. Elle aussi garantit la cohérence entre l'offre de formation et les tensions de recrutement du système de soins. Je laisserai, Réjeanne Simon préciser, le rôle de l'ARS. Et quant au conseil régional, lui, eh bien, il réalise et pilote le schéma régional des formations du sanitaire et du social dont, parlait Olivier, tout à l'heure, ainsi que la carte des formations. Et donc à ce titre, le conseil régional d'Occitanie finance 67 des inscrits en formation du sanitaire et 53 des inscrits en formation du social en 2024, ce qui en fait donc le premier financeur, des formations du sanitaire et du social. Il est suivi des employeurs et des OPCO. Concernant donc, les chiffres, on va commencer par parler des sièges des écoles de formation. Hem, alors par précaution, on parlera de sièges des écoles et pas d'établissements parce qu'en fait, certains établissements dans certains départements dépendent d'un siège dans un autre département de l'Occitanie. Donc les données qui sont présentées là, peuvent un peu masquer les antennes et le maillage, territorial en matière d'établissements, de formation. Donc voilà, par précaution, on parlera de sièges d'établissements de formation ou d'offres de formation. Entre 2014 et 2024, l'offre de formation du sanitaire progresse nettement en Occitanie, en hausse de 24 du nombre de sièges d'écoles de formation. C'est une dynamique qui concerne 8 départements sur 13, mais qui reste assez inégalement répartie. Hem Au final, l'offre se densifie, mais pas tellement de façon homogène. Globalement, on constate que les départements de la Haute-Garonne, de l'Hérault et du Gard concentrent à eux seuls 62 de l'offre de formation en santé sur la région. Et en plus de concentrer une large majorité des formations qui accueillent les pratiques d'infirmières, avancées, pardon, ou les formations de bac+5. Encore oui, voilà, peut-être petite précision, je reviens là-dessus, concernant les cartes qui sont présentées, que vous pouvez voir ici. Si vous cherchez des cartes plus précises sur le maillage, territorial sur l'offre de formation, je vous invite à consulter, le schéma régional, de formation du sanitaire et du social. Concernant, l'offre de formation du social, donc elle semble plutôt stable sur 10 ans. On observe une augmentation de 5 mais en réalité ça masque une dynamique de repli, depuis 2017. Où on observe un pic à 105 sièges d'établissements de formation en 2017 et la région perd 14 en 7 ans, soit une baisse de 15. L'offre reste, assez contrastée, 51 de l'offre est localisée en Haute-Garonne et dans l'Hérault et si à ça on ajoute le Gard et le Tarn, à ces 4 départements, on y retrouve plus des 2 tiers de l'offre de formation du social en Occitanie.
Maintenant qu'on a dressé un rapide tableau de l'offre de formation en Occitanie, bien, on va s'intéresser à ceux qui les remplissent, donc les étudiants, à commencer par les étudiants des formations du sanitaire. Donc sur 10 ans, le nombre d'étudiants en formation du sanitaire a progressé fortement en Occitanie. On parle de plus 25 d'inscrits. Cette hausse est principalement portée par les formations de niveau bac et infra-bac, en particulier la formation d'aide-soignante, dont les effectifs ont augmenté de 33 sur la même période. La formation d'infirmière contribue elle aussi à nettement progresser, en 10 ans avec plus 16. Et on constate également que la période 2020-2020, marque une forme de rupture avec un pic d'inscription de 10 lié à la crise du Covid-19. C'est une progression, qui peut en partie s'expliquer par le renforcement des capacités des quotas de formation, qui est elle-même étroitement liée aux besoins urgents en personnel, mais aussi, et sûrement due à la revalorisation, pardon, de certains métiers. Hem mais en dehors de cette dynamique, 2020-2021, on observe que la structure des effectifs reste, très stable. Un inscrit sur 2 est en première année, comme en 2014, enfin en 2024 et comme en 2014, pardon. Les diplômes courts concentrent, l'essentiel des effectifs et la formation, d'infirmière reste centrale. Sur l'ensemble de la période, elle représente 50 des inscrits. Hem, la formation d'aide-soignante s'impose comme la deuxième formation la plus suivie avec 19 d'inscrits. Elle est suivie de la formation des kinésithérapeutes, qui est la troisième de la liste, qui est elle-même en nette progression depuis 2014. On parle de plus 63 du nombre d'étudiants. La grande majorité des inscrits sont en formation initiale, 67 d'entre eux et 11 d'entre eux sont en alternance. S'agissant de l'alternance, celle-ci est en nette progression depuis 2022. En 2 ans, le nombre d'inscrits en alternance a progressé de plus de 50 ce qui est plutôt une bonne chose puisque l'alternance est indépendante des quotas de formation. Plus des 3/4 des formations bac et infra-bac se font en alternance, principalement la formation d'ambulancier et aussi la formation d'auxiliaire de puériculture. Hem, les formations du sanitaire, attirent, sans surprise un public très majoritairement féminin. Sur l'ensemble de la période, c'est 81 des inscrits qui sont des inscrites. C'est une part qui reste, stable sur 10 ans. Cette féminisation des formations, est particulièrement marquée dans certaines formations et notamment les métiers auprès des jeunes enfants, comme auxiliaire de puériculture ou infirmière puéricultrice. Oui, j'ai bien dit auxiliaire de puériculture, pardon. À l'inverse, les formations de niveau 7, donc les formations de niveau master, semblent un peu plus mixtes, avec 65 de femmes en moyenne, sans toutefois inverser, la tendance globale. Il subsiste 2 exceptions, la formation de kiné qui, en 2024 présentait une répartition, femmes-hommes quasi parfaite et la formation d'ambulancier qui est la seule où les hommes sont majoritaires, représentant près des 2/3 des inscrits. Concernant les diplômés, sur l'ensemble de la période observée, le taux de réussite aux formations du sanitaire est structurellement élevé. En 10 ans, les taux de réussite aux formations sanitaires varient très peu. Les formations, de niveau master présentent des taux de réussite très élevés, de 94 à 100. Donc ici, on parle des formations d'infirmières de pratique avancée, cadres de santé ou sages-femmes et sur l'ensemble de la période, les taux de réussite à ces formations sont structurellement, très élevés. Hem, quant aux formations de niveau bac+2 ou bac+3, elles enregistrent, également d'excellents résultats, à l'image des formations de préparatrices en pharmacie ou de pédicure podologue qui atteignent toutes 2, 100 de réussite en 2024 comme vous pouvez le constater sur le graphique. Et à l'inverse, les formations de niveau baccalauréat ou infra-bac, elles présentent des taux de réussite légèrement inférieurs à la moyenne, sans rester catastrophiques. Elles restent quand même à des niveaux, assez élevés.
17 des diplômés des formations du sanitaire ont bénéficié d'un allègement de scolarité en 2024, avec des taux de réussite équivalents à l'ensemble des diplômés du sanitaire. Et enfin, avec 94 de réussite en 2024, les femmes, présentent un taux de réussite supérieur de 3 points à celui des hommes. Hem, sur l'ensemble de la période 2014-2024, ce sont plus de 55 800 professionnels de santé qui ont été diplômés en Occitanie, dont 72 sont des infirmières et des aides-soignantes. Ça représente plus de 21 000 infirmières et près de 19 000 aides-soignants sur 10 ans. Et bien, même exercice pour les formations du social, avec des indicateurs, similaires. Donc en 10 ans, le nombre d'inscrits en formation du social progresse lui aussi, mais un peu plus faiblement, donc plus 10. C'est une stabilité qui reste apparente et qui marque des évolutions un peu plus contrastées. Donc sur l'ensemble des formations du social, les effectifs augmentent jusqu'en 2017 avant de connaître une baisse marquée en 2018 de 6. Et s'ensuit une reprise progressive jusqu'en 2022, certainement liée à Parcoursup, avant d'accuser une nouvelle chute des inscriptions avec un recul de 9 entre 2022 et 2024. Ces évolutions, elles peuvent en partie s'expliquer, par la forte baisse des entrées en formation d'aide médico-psychologique et d'auxiliaire de vie sociale, dont les 2 formations disparaissent progressivement à partir de 2016, au profit de la formation d'accompagnante éducative et sociale. Mais aussi par la baisse de cette même formation, d'accompagnante éducative et sociale entre 2018 et 2024 qui perd 20 d'inscrits rien que pour cette formation. Globalement, c'est des données qui reflètent une tendance, nationale à la baisse. En 2024, les formations du social, se structurent principalement autour des formations de niveau licence qui regroupent plus d'un inscrit sur 2. Bon, il faut dire que 7 formations sur 13 sont également des formations de niveau, licence. Les formations de niveau bac et bac+2 regroupent, elles, près de 45 des inscrits. À l'inverse, les formations de niveau master, restent très, très marginales, avec à peine 2 d'inscrits. Et sur la période 2014-2024, les formations de niveau baccalauréat ont reculé de 11. Là où les formations de niveau bac+2 et licence ont progressé, respectivement de +28 et de +19. Hem, les formations du social sont majoritairement dispensées en formation initiale, 40 sont dispensées en alternance. Alternance qui d'ailleurs progresse de 23 parmi les inscrits dans les formations du social. Les formations ayant le plus recours à l'alternance sont de niveau licence ou master avec respectivement 43 et 47 d'inscrits bénéficiant d'une alternance, comme les formations du CAF-ERUIS, du CAFDES ou encore celles d'éducatrices de jeunes enfants. Heu, l'alternance progresse de plus de 10 points entre 2022 et 2024 et notamment, dans les formations dont le volume d'étudiants en alternance a considérablement augmenté. Hem et c'est principalement dû, les formations dont on vient de parler, pardon, et c'est principalement dû aux modifications des modalités d'organisation de ces formations qui privilégient de plus en plus l'alternance depuis 2022. Les formations du social accueillent, là encore, un public très majoritairement féminin. Sur l'ensemble de la période, c'est 80 d'inscrits, 80 d'inscrits sont des femmes. Et globalement, les formations de niveau CAP, BEP, mais aussi baccalauréat et licence comptent au moins 75 de femmes. C'est un taux qui, diminue nettement pour les formations de niveau master, heu, donc celles qui potentiellement mènent à des fonctions d'encadrement finalement, les formations de CAPDES ou d'ingénierie, sociale par exemple, avec, environ 65 de femmes. Donc, en gros, les formations de niveau master, sont les moins féminisées des formations du social. Donc mécaniquement, celles qui, présentent la part d'hommes la plus élevée, mais là encore, sans toutefois, renverser la tendance, globale. Concernant les diplômés, le taux de réussite aux formations du social est globalement élevé lui aussi, sur l'ensemble de la période, donc 2014-2024. En revanche,
l'année 2020, année de la pandémie de Covid-19, semble avoir, eu un impact sur le nombre de diplômes délivrés. Donc entre 2019 et 2020, le taux de réussite gagne 8 points, passant de 87 à 95, toutes formations confondues, et c'est d'ailleurs le taux le plus élevé enregistré sur la même période. Comme dit précédemment, les formations du social sont pour la large majorité des formations très qualifiantes, donc des formations qui, mènent à un niveau bac+3, bac+5, et ces mêmes formations affichent des taux de réussite plus modérés, même si on observe une hausse progressive des taux de réussite pour ces formations depuis 2014. L'allègement de scolarité est principalement mobilisé, lui, dans 2 formations, celle d'accompagnante éducative et sociale et celle d'éducatrice spécialisée. Et les femmes affichent des taux de réussite nettement supérieurs là à ceux des hommes. 90 des femmes obtiennent leur diplôme, c'est 10 points de moins pour les hommes, avec 80 de taux de réussite en 2024. Et d'ailleurs, c'est un écart qui est particulièrement marqué dans les formations de niveau CAP et BEP et aussi de baccalauréat. Par exemple, les formations de niveau CAP BEP, c'est 91 de taux de réussite, pour les femmes et c'est 77 pour les hommes. S'agissant maintenant des interruptions de scolarité pour finir, il me semblait intéressant d'y jeter un rapide coup d'œil. On parlera donc ici principalement des motifs d'interruption. On ne parlera pas de taux d'abandon dont on attend la méthodologie de l'adresse pour le calculer le plus précisément possible, qui devrait arriver, d'ici mars. Donc entre 2014 et 2024, les interruptions de scolarité, toutes formations confondues, ont été multipliées par 3. À titre de comparaison, sur la même période, le nombre d'inscrits dans les formations du sanitaire a progressé de 25. En 2024, plus d'une interruption de scolarité sur 2 concerne la formation d'infirmière, et concernant la formation d'aide-soignante, c'est une part qui est en progression de 24 à 31 sur la même période. Toutes formations confondues, la période de la crise sanitaire, a très probablement joué un rôle dans l'augmentation des interruptions de scolarité. On imagine que confrontés à des conditions d'études et de travail particulièrement difficiles, les étudiants du sanitaire semblent avoir mis fin à leurs études bien plus souvent qu'auparavant. Mais aussi un effet Parcoursup, quand avant l'accès à ces formations reposait majoritairement sur, des concours qui impliquaient une préparation, et de fait, une forme de motivation ou un engagement des candidats. Avec Parcoursup, la sélection se fait désormais sur dossier et ce qui modifie le profil des inscrits. C'est par ailleurs la même chose pour les formations du social. Concernant les motifs d'interruption de scolarité, 58 des interruptions enregistrées en 2024 sont provisoires, dont 63 pour des raisons personnelles. 42 Les 42 restants correspondent à des interruptions définitives, là encore, principalement motivées pour des raisons personnelles, 36, mais aussi pour un changement d'établissement pour 27 des cas. Le motif d'interruption pour difficulté scolaire est rapporté, lui, dans 11 des cas, quelle que soit l'interruption, qu'elle soit, d'ailleurs, provisoire ou définitive. Hem, Enfin, là aussi, qu'elle soit provisoire ou définitive, l'interruption pour motif financier, n'est évoquée que dans 5 des interruptions en 2024. Par contre, il me semblait intéressant de regarder, où est-ce qu'elle apparaissait le plus souvent et il se trouve, heu, que ce motif d'interruption est principalement avancé dans les formations de niveau bac et infra-bac. Enfin, concernant les interruptions, dans les formations du social, en 10 ans, leur nombre, a lui aussi été multiplié par 3, et à titre de comparaison, le nombre d'inscrits a augmenté de 10. Contrairement aux formations du sanitaire pour, laquelle la crise du Covid-19 semble avoir joué un rôle important, les interruptions, constatées dans les formations du social suggèrent plutôt une tendance de fond, mais aussi un lien avec Parcoursup. En 2024, 32 des interruptions, concernent la formation d'accompagnante éducative et sociale, 20 celle de monitrice éducatrice et 18 celle d'éducatrice spécialisée.
Et à l'inverse, on constate que les formations de niveau master enregistrent quasiment aucune interruption. On est de l'ordre de 1. S'agissant des motifs d'interruption, donc là, on observe qu'il y a 79 des interruptions qui sont définitives, les 3/4 pour des raisons personnelles, et donc du coup 20 d'interruptions provisoires. Heu, Par ailleurs, 10 des interruptions sont liées à des difficultés rencontrées lors du stage ou de l'alternance. Donc il s'agisse de difficultés, à trouver une structure d'accueil ou une problématique survenue durant le stage. Et ce motif précisément, conduit dans la quasi-totalité des cas à une interruption définitive de la scolarité. Ça touche principalement les formations d'éducatrices de jeunes enfants et celles de conseillères en économie sociale et familiale. Enfin, les difficultés scolaires, tout comme les difficultés financières, constituent des motifs très marginaux. Ils représentent respectivement 3 et 4 des interruptions de scolarité en 2024, ce qui est assez peu. Merci Mathieu. Avec Une petite précision de Valérie Lechardois de l'Adrets qui parlait quand tu parlais Oui, heu, des inscrits, au diplôme sanitaire. Elle disait: «Pour les masseurs kinés, il y a 4 années d'inscrits, raison pour laquelle ils passent devant les auxiliaires de puériculture et idem pour les ambulanciers». C'était une précision, qu'elle très apportait bien. à tes Merci hem Valérie. et du coup, on va écouter maintenant, de nouveau Olivier, Frances. Merci Hélène. Du coup, ce que je vais vous présenter là, c'est, on va dire, une version bêta d'un outil qui sera mis en ligne sur la même page dont je vous ai parlé tout à l'heure, la page de l'Observatoire des métiers du sanitaire et social sur le site du Carrefour F Occitanie. Donc là, cet outil va s'appuyer sur les mêmes, enfin les données de l'enquête école, mais uniquement celles qui sont pas soumises au secret statistique et donc du coup qui sont diffusables. Et l'idée, pardon, c'est que ça vienne en complément un petit peu des chiffres de l'étude qu'a présenté Mathieu, avec, en fait, avec, dans l'idée qu'on puisse aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe dans chaque département ou dans chaque métier, dans chaque niveau de diplôme, etc., quoi. Donc c'est une visualisation dynamique, globalement, où on retrouve le même genre d'informations. Donc quand vous allez arriver sur cette nouvel outil, vous serez sur cette page d'accueil, donc dans laquelle on retrouve les effectifs inscrits, les candidats présentés à l'examen et les candidats diplômés ainsi que le taux de réussite. Et là, on va avoir des filtres sur la partie gauche dans lesquels on va pouvoir choisir un diplôme en particulier. Hop, si j'arrive à le faire. Par exemple, si on va sur assistant de service social, on se rend compte qu'il y a donc 497 inscrits, 158 candidats qui ont présenté l'examen pour 148 diplômés. On va pouvoir également aller filtrer par diplôme, par secteur, donc entre santé et social, et par niveau de diplôme, donc infrabac, niveau 3, niveau 4, pardon, niveau 5, niveau 6, jusqu'à niveau 7, etc. Et on va pouvoir faire également l'exercice du coup par département. Ensuite, sur la partie de droite, on a un panneau de navigation qui permet de passer sur les différentes vues. Et donc, on va avoir dans un premier temps une carte des formations. Donc, on a toujours les mêmes filtres sur le côté gauche où on peut aller filtrer et avoir des données un petit peu précises si c'est un métier en particulier qui nous intéresse. Et sinon, quand on passe la souris sur chaque département, on va avoir le nombre d'inscrits dans ce département, également sa population pour calculer un taux d'inscrits pour 100 000 habitants, ce qui permet d'avoir un peu une idée voilà, de la dotation en formation. Tout là, dans la vue dans laquelle je suis, c'est toute formation confondue, mais après, on peut aller filtrer sur, par exemple, les infirmiers ou les ambulanciers. On a également en orange des points qui représentent du coup les communes dans lesquelles on a des établissements de formation. Et quand on passe la souris dessus, on a un menu déroulant avec le nom de tous
de tous les établissements, leur secteur, donc ceux qui sont dans la santé, dans le social, le nombre de diplômes qu'on peut qu'ils présentent et le nombre d'effectifs inscrits. Ensuite, on a en dessous des informations sur le nombre de formations, le nombre de départements couverts, le nombre d'inscrits, le nombre de CLPE, si on change les filtres pour choisir un diplôme en particulier, et également sur la répartition des établissements par classe d'effectifs, pour voir si c'est plutôt des gros établissements ou des petits établissements, en fonction des, pareil, qu'on filtre en fonction des départements ou autres. Sur la vue suivante, on a un peu plus d'informations sur les structurations des filières. Donc l'idée, c'est de mettre en évidence les diplômes les plus structurants ainsi que la répartition des niveaux de qualification. Donc dans la première figure, vous avez le top 10 des diplômes par nombre de formations avec un code couleur qui correspond au niveau de diplôme. Donc le code couleur, c'est le même sur les deux, le premier histogramme et la deuxième figure. Alors là, je vois que ça a été coupé en bas. Donc, comme je le disais, c'est une version bêta. Mais en gros, la colonne de gauche, c'est le secteur de la santé. La colonne de droite, c'est celui du social ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est ça. À droite, c'est social. Et on a du coup, par niveau de diplôme, le nombre de formations, le nombre de formations en pourcentage. Dans la vue suivante, on a cette fois des informations sur la certification et les examens, en distinguant les formations du sanitaire et du social, ce qui permet de comparer les taux de réussite et les volumes de diplômés. Et on a également des informations sur le poids de la VAE, donc validation d'acquis d'expérience dans l'accès aux certifications. Alors, il se trouve que là, dans cette vue, la dernière figure a été coupée, mais je vous la montrerai juste tout à l'heure. Donc, dans le premier graphique, on a les résultats aux examens avec le taux de réussite et le volume de diplômés. Donc, taux de réussite sur l'axe des abscisses, le nombre de reçus sur l'axe des ordonnées. Plus c'est à droite, proche de 100%, donc meilleur le taux de réussite est. On a un code couleur également avec en bleu les formations qui relèvent du secteur de la santé et en orange celle du social. Et la taille des bulles est fonction du nombre de présenter aux examens. On se rend compte que le diplôme d'infirmier est celui avec le plus de présentés et aussi un très bon taux de réussite parce qu'il est à la fois à droite et à la fois en haut. Donc là, pareil, ce graphique a été tronqué, mais il sera dans la version finale en entier. Et on a donc là simplement le taux de réussite par diplôme, avec pareil les diplômes en bleu pour la santé et en orange pour le social. Donc ensuite, si on continue, on a un focus territorial parce que c'est une demande qui nous a été faite, d'essayer d'apporter des informations. Et donc là, l'idée, ça va être de voir au niveau des CLPE. Donc les CLPE, pour ceux qui sont pas à l'aise avec cet acronyme, c'est les comités locaux pour l'emploi, donc qui est la maille la plus fine du nouveau plan pour la formation. Et donc là, on a calculé un certain nombre d'indicateurs. Donc là, à la différence des autres vues, en fait, dans cette vue-là, il va falloir choisir une discipline et un CLPE. Et on va avoir calculé la distance médiane vers la formation la plus proche en kilomètres, si la formation n'est pas disponible dans le CLPE. Pardon. On va avoir du coup ensuite un classement avec 5 classes de distance qu'on peut interpréter comme des catégories d'accessibilité. Et on va avoir ensuite l'information si la formation est présente dans le CLPE, oui ou non, et à défaut, si elle est présente dans le département. Donc, par exemple, là, on est sur éducateur spécialisé. Donc, on voit que dans le CLPE de Millau, elle n'est pas présente, mais elle n'est pas présente non plus dans le département. Et la formation la plus proche la médiane est à 51 km. Si on change, par exemple, et qu'on va sur le CLPE de Montpellier, a priori, on s'attend à ce que la formation soit présente dans le CLPE, c'est le cas. Donc, elle est à 15 km, la formation la plus proche. La distance médiane entre les communes de ce CLPE et la formation est de 15 km.
Et on a ensuite, dans le CLPE, toutes les formations qui sont disponibles. Donc, là, on a ensuite le détail des différentes classes, à quoi ça correspond. Donc, c'est des distances à vol d'oiseau en kilomètres entre le CLPE et la formation la plus proche. Et enfin, pour finir, on a du coup des informations sur le financement des formations, les financeurs pardon, des formations de la santé et du social. Et donc, on a cette représentation graphique qui montre pour chaque diplôme le nombre d'effectifs financés par les différents financeurs. Donc, effectivement, la région arrive en tête pour la plupart des diplômes en termes de nombre d'effectifs financés, mais c'est assez intéressant de voir que les OPCO se positionnent sur d'autres diplômes. Les employeurs se positionnent pas mal également. France Travail, d'autres organismes et enfin un peu plus sporadiquement le conseil départemental. Bon, je m'excuse pour cette version bêta qui n'est pas complètement finalisée, mais a priori donc la version finale sera mise en ligne courant de mois de mars sur notre site internet. Mais on trouvait ça quand même intéressant de présenter cet outil, même s'il n'est pas abouti, pour que vous puissiez prendre connaissance du type d'informations qu'on peut retrouver dessus. Oui, tout à fait. Ça donne à voir, Olivier, ce dont on va pouvoir bénéficier comme information. C'était très intéressant, je vous remercie. Et donc, vous nous dites courant mars, la version définitive courant mars sur le site du Cariforef. Donc, voilà, exactement, sur la même page que là où il y a les deux autres data visualisation. Merci beaucoup, Olivier. On va passer du coup à cette session commune de questions-réponses. J'appelle de nouveau Mathieu. Moi, j'avais une petite question pendant qu'elles arrivent. Elle s'adresse à Mathieu. Je n'ai pas compris cette notion d'allègement de scolarité. Oui, alors l'allègement de scolarité, en fait, c'est un dispositif qui permet de réduire la durée ou le contenu d'une formation en tenant compte des acquis antérieurs d'un étudiant. D'accord, ok. Non, c'était pour les allègements de scolarité. En fait, effectivement, il y a des passerelles. Donc, il y a certains bacs qui exonèrent pour les ASAP en particulier de certains blocs de compétences à passer en institut de formation. Donc, du coup, les formations sont raccourcies. De la même manière que pour les études d'infirmiers, les diplômés hors France, médecins, sages-femmes, peuvent effectivement rentrer en troisième année, par exemple. Donc, effectivement, il y a des formations qui sont allégées. Il y a des passerelles aussi du diplôme d'aide-soignant vers le diplôme d'auxiliaire de PR. Les gens qui veulent changer de filière, du coup, sont exonérés d'un certain nombre de points, ce qui fait qu'en particulier pour les AS, entre les gens qui ont des scolarités raccourcies, ceux qui font la formation classique, ceux qui sont passés par la VAE mais qui raccrochent les wagons en formation initiale, et ceux qui sont en alternance, on a au final des sortants toute l'année. Christine Stervinou nous dit pour les niveaux d'entrants avec les types de bac des entrants en IFSI pour chaque département, est-ce que nous avons cette information? Non, c'est pas un niveau d'information qu'on pourra avoir avec l'enquête école, mais potentiellement avec l'enquête étudiant sans trop m'avancer. Mais c'est pas un niveau d'information qu'on a avec l'enquête école. Pardon, je vais peut-être me présenter. Je suis Yannick Roguenac, donc je suis responsable du pôle profession sociale à l'adresse, donc qui s'occupe de produire donc l'enquête école, enquête annuelle auprès des établissements de formation sanitaires et sociaux. Donc nous, on s'occupe dans ce pôle-là plutôt du versant des formations sociales. Donc l'enquête école, donc c'est une enquête annuelle et donc c'est une enquête en ligne. Donc en fait, ceux qui saisissent ces informations, ces chiffres, ce sont d'abord les établissements de formation. On les sollicite, on les embête chaque année. Donc voilà, et le prestataire, lui, en fait, est là seulement, c'est déjà beaucoup, mais pour valider les informations qui sont saisies. Voilà, juste pour faire un petit point de protocole. Voilà, donc pour les informations aussi, j'en profite au passage pour refaire un petit peu la promotion. Donc il y a l'enquête école donc, qui est en cours et qui porte donc, comme l'a dit Mathieu, sur les données, les inscrits qui étaient en formation donc, en 2025. Donc cette enquête, elle est sur le terrain et elle s'achèvera donc au mois de mars. Et par ailleurs, donc il y a l'enquête étudiant qui, elle, est une collecte d'informations auprès des étudiants, donc pour évaluer leurs caractéristiques, leurs conditions d'études.
Donc ça, c'est une collecte d'informations de données individuelles auprès de chaque étudiant et donc on va faire une nouvelle édition de cette enquête qui sera sur le terrain 2027. Donc ça nous permettra d'avoir un certain nombre d'informations. Donc je voyais que notamment on nous posait la question, voilà, des filières d'origine, pour les IFSI notamment, des Mmh. baccalauréats, des étudiants en formation. Donc on aura cette information-là via notamment cette enquête, auprès des étudiants. Alors moi, j'ai une petite question d'abord, une première question pour Olivier. Donc c'était j'ai vu qu'il y avait dans le premier tableau de bord, des données sur les offres d'emploi collectées et donc c'est juste le champ de ces offres et la source, ce sont juste les offres qui sont collectées par France Travail en fait? Ou ça va au-delà parce qu'il y a d'autres sources qui existent, Oui, alors effectivement, c'est simplement et uniquement les offres collectées par France Travail. On n'a pas utilisé, je sais qu'il y a par exemple la base Jocas de la DARES avec Voilà, c'est à ça que je les pensais offres, notamment. mais ouais, non, c'est pas cette source-là. D'accord. Voilà, après c'est pas facile d'avoir la base Jocas, donc c'est un agrégateur d'offres qui va chercher, qui fait un peu du web scraping et qui centralise Oui, des tout à offres, fait, ouais. de Et c'est différents sites, notamment, en fait, on a accès à la base Jocas, via la DARES, mais c'est notamment parce qu'ils nous ont indiqué que c'était un petit peu entre guillemets hasardeux de se servir de cette base pour non seulement faire de la conjoncture, mais pour produire ce genre de données, notamment parce qu'il y avait des fois des stratégies de certaines plateformes qui diffusent des offres d'emploi ouais, ils dupliquent ces offres, moi il y a des voilà, doublons, des exactement, choses pour comme être ça. plus Ouais, ouais. visible sur les algorithmes, en fait, ils publient entre guillemets de fausses offres d'emploi pour booster leur visibilité. Et donc, du coup, en fait, il faut les retraiter, ce que fait la DARES, mais ce que nous, on n'a pas actuellement la capacité et le temps de faire. Donc, c'était un peu, voilà, on a eu cette mise en garde sur cette source de données pour faire ce travail-là. C'est pour ça qu'on s'en est tenu, du coup, aux offres de France Travail, même si on a conscience que c'est pas l'ensemble du champ, c'est quand même un bon indicateur. Et Mathieu, j'avais juste une petite question dans la présentation tout à l'heure. Donc, on parlait de sièges sociaux. En fait, le siège social, c'est quoi? C'est juste le finesse de l'établissement en fait, ce sont les finesses qui ont été recensées du coup? Alors en fait, quand on a commencé à cartographier en pensant qu'on parlait réellement des établissements de formation, on s'est rendu compte que, en Ariège, pour les établissements du social, il y avait aucun établissement du social, ce qui est impossible. Du coup, on s'est rapproché de la région, donc de Ronan-Palazon et savoir s'il existait bien quand même un établissement, de formation, enfin, c'était certain qu'il en existait et savoir lequel et oui, il en existe 2. Du coup, du coup, on s'est interrogé finalement sur le terme à bien utiliser et là, c'était vraiment par principe de précaution, utiliser le terme de siège d'établissement et puisqu'on n'avait pas tellement accès aux antennes et on s'est rendu compte finalement aussi qu'il y avait la même enfin pas problématique, mais le même sujet sur, la formation de masseur kiné où, il y a une antenne du CHU de Toulouse à Rodez et qui du coup échappe, à la comptabilité, du département de l'Aveyron. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a pris cette précaution, Ouais, merci pour ces le plus important était quoi. précisions. Euh, on a une question, une remarque et une question de Philippe Pontasso également, de l'ARACT, il me semble. Oui, c'est ça, l'ARACT Occitanie. Merci pour ces brillantes et utiles présentations. Est-ce qu'on a une donnée sur le rapport entre les places offertes et les inscrits effectifs? Mais peut-être est-ce que je l'ai raté, dit-il. Non, non, je pense pas. Là, comme ça, je saurais pas répondre à votre question, monsieur Contasso, désolé. Il faudrait que j'y réfléchisse et que je me penche dessus. Là, comme ça, je sais pas y répondre. Est-ce qu'il peut vous envoyer un mail pour, Ah oui, bien sûr, avec plaisir, oui, oui. OK. Rémi Lardelier de l'Adrets Occitanie nous dit: «Il y a 2 biais sur ce décompte des antennes départementales. Certaines antennes ne sont pas clairement identifiées dans Fines, faible capacité avec répartition variable selon les années. Et lors de la collecte de l'enquête école, certains sièges demandent à répondre en une seule fois pour l'ensemble de leurs antennes». Mmh. Voilà, la précision est apportée. Merci. Isabelle Castera, bonjour. Il y aurait aussi à prendre en considération pour expliquer les interruptions de formation, c'est donc une remarque qu'elle fait, de plus en plus de mal-être chez les jeunes, constat fait par les professionnels de la formation du secteur. Oui, c'est une super question, c'est une question qui se pose de plus en plus d'ailleurs. C'est une variable dont on ne dispose pas dans l'enquête école.
Finalement, c'est presque une variable qualitative qu'il faudrait aller récolter sur le terrain. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question malheureusement. Christine Stervinou nous dit: «Le nombre d'abandons est également très disparate selon les recrutements par département, IFAS. Est-ce que cette information est visible?» On peut avoir le nombre d'abandons par département. On l'a juste pas fait pour l'instant, dans l'attente d'une méthodologie plus solide pour, avoir des taux d'abandon. Donc c'est en attente. OK. À la suite et félicitations à tous puisque nous sommes à l'heure. Ouf, merci. Merci beaucoup. Je vais donc appeler maintenant, nous allons maintenant écouter mesdames Simon et Stervinou. Nous allons ici nous intéresser plus spécifiquement aux problématiques du côté sanitaire avec l'ARS, c'est ce que je souhaitais préciser. Les mêmes questions évidemment se posent sur le versant social et c'est la DRETS qui s'en occupe. C'est à vous. Très bien. Donc là, il y a certaines informations qui vont recouper ce qui vient d'être dit par les deux premiers intervenants. Au niveau de l'Agence régionale de santé, nous avons été alertés de problématiques sur la formation depuis un certain nombre d'années. Donc on a ouvert 3 chantiers par rapport à ces difficultés et la question qui est arrivée en premier sur ces difficultés, c'est l'attractivité. Donc, pourquoi on a été alerté? Parce que moi, j'ai eu la chance, en arrivant sur la région, de faire le tour des départements avec le conseil régional, puisqu'il y avait l'écriture, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du schéma régional des formations. Et donc là, on a identifié des tensions en matière de ressources humaines au cœur de notre système de santé, ça on le savait, mais on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs problématiques aussi au niveau de la formation. Donc on a souhaité augmenter le nombre des diplômés en formation initiale et puis aussi diplômer et faire monter en compétences les professionnels qui étaient aussi actuellement déjà en poste sur nos institutions. Quand je parle d'institutions, c'est public et privé, bien sûr. Donc, on a augmenté les quotas ces dernières années avec, effectivement, vous avez souligné précédemment la problématique du Covid qui nous a permis effectivement de pointer ces difficultés. Il y a eu une augmentation importante des quotas aides-soignants et infirmiers. Alors, c'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas. Parce que on se heurte à 3 problématiques majeures. Vous l'avez souligné tout à l'heure aussi, des ruptures de formation. Et vous verrez dans 2 slides que ces ruptures, elles augmentent au fur et à mesure des années. Ça, c'est la première problématique. La deuxième, c'est les tensions sur l'offre de stage. Le fait d'augmenter le nombre de stagiaires, c'est très bien, mais il faut que les stages puissent les accueillir. Et là, on se rend compte qu'il y a une tension extrême. Et puis, il ne faut pas se mentir, il y a aussi un manque d'attractivité pour certains métiers, comme par exemple pour le métier d'aide-soignant. Alors, on va commencer par parler des ruptures de formation. Donc, sur l'Agence régionale de santé, on a fait une petite enquête, alors qu'il n'est pas de la même ampleur que ce que mes collègues précédemment ont présenté. On a fait une petite enquête simplement sur les 5 dernières années. On a pris uniquement la promotion infirmière. Et donc, on a commencé sur les promotions qui ont débuté en 2018 pour se terminer sur les promotions qui se terminaient en 2022. Et donc là, on verra tout à l'heure dans le petit graphique que ça ne fait qu'augmenter. Et on a retrouvé, nous, majoritairement, deux raisons à ces arrêts de formation. Ce sont les problèmes d'orientation, majoritairement en première année. Donc, comme on l'a souligné tout à l'heure, maintenant, les personnes s'inscrivent en formation via Parcoursup. Donc, il y a effectivement peut-être moins de travail sur les représentations du métier. Donc, quand les personnes arrivent sur les terrains de stage, je dirais, ils sont confrontés à des difficultés qu'ils n'avaient pas imaginées. Et le deuxième motif que l'on a retrouvé dans notre enquête, c'est les difficultés d'apprentissage.
qui augmente au fur et à mesure de la formation, c'est-à-dire que pas trop en première année. En première année, c'est surtout les problèmes d'orientation, mais en deuxième et troisième année, ça va être des difficultés d'apprentissage. Là, tout à l'heure, dans ce qui a été présenté, on avait des pourcentages de réussite au diplôme d'État qui étaient très, très élevés, je crois, si je ne me trompe pas, 97% pour les infirmiers. Alors, effectivement, c'est un chiffre qu'il faut relativiser parce qu'en fait, on va avoir le pourcentage de réussite pour les gens qui sont présentés au diplôme d'État. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des pourcentages sur les personnes qui sont inscrites au départ. C'est très compliqué de suivre une cohorte en formation parce que les étudiants qui entrent en première année ne sont pas forcément les étudiants qui sortent en troisième année. On a eu entre-temps des arrêts, des reprises, des mutations. Donc c'est assez complexe de suivre ces promotions-là. Mais en tout cas, on sait que ces ruptures sont quand même un vrai handicap actuellement. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer quelques chiffres par rapport à cette petite enquête qu'on a faite avec la participation du Conseil régional, d'ailleurs. Et alors 2018, c'est l'arrivée de Parcoursup. Donc là, vous voyez, donc on l'a pas fait en pourcentage, mais c'était intentionnel parce que on a à peu près 2500 étudiants sur la formation infirmière en première année, Occitanie-Est, Occitanie-Ouest. Donc là, vous voyez qu'on est quand même sur des chiffres qui sont relativement bas, 94 arrêts en première année en 2018, 89 en deuxième année pour cette promo 2018-2021, 89 en deuxième année, 73 en 2000 pour la troisième année. Et vous voyez que, par exemple, pour les premières années promotion 2022-2025, on en a 277. Donc là, on voulait en fait objectiver un peu ce que les instituts nous remontaient au travers de leur rapport d'activité régulier, qu'on observait une augmentation des ruptures qui était quand même plutôt inquiétante. Donc, on a débuté un plan d'action pour enrayer ces abandons. Alors le premier, c'est parce qu'on a identifié qu'il y avait des difficultés quand même pédagogiques, c'est en début d'année de systématiser les tests de positionnement. Alors il y a beaucoup d'instituts qui le font. En tout cas, l'agence régionale de santé incite les instituts à le faire pour que les accompagnements soient individualisés afin qu'on diminue ces difficultés pédagogiques. La deuxième action qu'on a mise en place, et là ça a débuté sur l'Occitanie-Est cette année, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus à la rencontre des lycées. Alors ça se faisait précédemment, mais c'était un petit peu en fonction des liens qui unissaient les lycées avec les instituts de proximité. Là, on souhaite que ce soit vraiment étendu sur l'ensemble des instituts et des lycées. En associant également des professionnels de santé qui peuvent aller à la rencontre des lycéens, justement pour travailler sur leur représentation du métier, afin que ces représentations ne soient pas trop mises à mal lors du premier stage. Et puis la seconde chose qui est très très intéressante, et peut-être que Christine Servinou, qui intervient après moi, en parlera, c'est la rencontre des enseignants avec les formateurs des instituts pour travailler vraiment sur les attendus de la formation et le niveau attendu. Donc, par exemple, de travailler sur les évaluations qui sont réalisées en IFSI pour que vraiment les enseignants des lycées appréhendent le niveau requis. La troisième action qu'on a souhaité mettre en place, c'est d'accompagner les établissements dans l'accueil des stagiaires pour l'écriture et la mise en place d'un projet d'encadrement. Parce qu'on le sait, c'est très important la façon dont on est accueilli et on est accompagné. Alors tout à l'heure, il y avait un questionnement sur le mal-être étudiant. Je pense que c'est là aussi qu'on peut agir, c'est-à-dire de pouvoir identifier les difficultés qui sont vécues par le stagiaire, comment on peut l'accompagner et surtout comment les établissements de santé communiquent aussi très bien avec les instituts de formation pour accompagner ces étudiants.
Ensuite, la quatrième action, c'est la co-construction des chartes d'encadrement avec les établissements, où là aussi, on va reprendre les conditions d'accueil, les demandes de la formation, les exigences, je dirais, entre guillemets, de la formation actuelle, et comment on peut les mettre en adéquation avec l'accueil en stage. Donc voilà, ça c'est notre c'est vraiment un des grands objectifs que l'on a par rapport aux abandons. Alors les deux autres groupes de travail ont aussi recoupé cette question des abandons, mais en tout cas là on essaie de travailler vraiment sur ces 4 axes-là. Ensuite, on a souhaité augmenter l'attractivité parce que je vous le disais, il y a des formations. La formation aide-soignante est une formation qui n'attire plus. Là, une personne demandait si on avait des chiffres par rapport au remplissage en fait des écoles d'aide-soignants. Alors c'est dommage qu'on les ait pas ces chiffres-là. Nous on peut les avoir au travers des bilans d'activité, mais ce sont des bilans d'activité par école. Là justement on essaie on va faire ce travail de regrouper toutes les données de l'ensemble des instituts. Et c'est vrai que ces dernières années, on se rend compte que on a de moins en moins de personnes qui sont attirées par la formation aide-soignante. Alors heureusement, on a développé l'apprentissage, ce qui permet de combler quand même ce manque-là. Et je ferai une petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on parle d'alternance, malheureusement, c'est un peu galvaudé. Toutes les formations paramédicales sont faites en alternance, c'est-à-dire qu'on a un temps école et un temps stage. Donc, toutes les formations sont en alternance. La différence, c'est que l'apprentissage, je pense qu'il vaut mieux parler d'apprentissage que d'alternance, parce que l'apprenti a effectivement un statut différent. Il n'est pas compris dans les quotas actuels et il a un employeur. L'alternant, il n'a pas forcément d'employeur, il est en formation en alternance. Donc là, effectivement, moi, je trouve que cette montée du nombre d'apprentis ces dernières années, c'est une bonne chose. Ça nous permet quand même d'avoir un nombre de diplômés qui reste satisfaisant, même si on est encore aujourd'hui sur des métiers en tension. La formation, les infirmiers, les aides-soignants. Il y a aussi les manipulateurs en électroradiologie qui sont aussi les manips radio qui sont aussi en tension actuellement. Donc là, on a travaillé pour que les professionnels qui exercent déjà dans nos établissements de santé puissent monter en compétences et donc aillent sur des dispositifs de formation. Parce que l'attractivité, on pouvait effectivement la traiter de différentes manières. Mais on a souhaité se centrer vraiment sur les personnes qui sont déjà dans nos établissements de santé. Donc, et là, pour ce faire, on a commandité une enquête qui est en cours de dépouillement. On va avoir un plan d'action qui va être déployé par rapport à cette enquête qui est en cours d'exploitation pour définir notre plan d'action par rapport à cette thématique bien particulière. Et ensuite, notre troisième groupe de travail, lui, était plus sur les stages, parce que je vous l'ai dit en préambule, les stages, c'est vraiment quelque chose qui nous pose question. On a, depuis ces dernières années, un nombre d'étudiants qui demandent des stages qui sont beaucoup plus importants. On n'a pas que les formations paramédicales, on a aussi les lycéens qui demandent des stages. On a beaucoup de demandes au niveau des établissements hospitaliers. J'entends privé et public, bien entendu, aussi au niveau du médico-social. Et donc, l'idée de ce groupe de travail, ça a été vraiment de rapprocher les terrains de stage des instituts de formation. Alors, ils communiquent déjà beaucoup, mais ils communiquent, je dirais, entre eux, c'est-à-dire l'institut qui communique avec le terrain de stage, mais pas avec tous les acteurs autour de la table pour traiter des problématiques qui sont territoriales. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans mon département, quelles sont les offres et quelles sont les limites. Et donc là, l'idée, c'est de créer cette instance départementale pour la gestion des stages que nous avons créée en 2025. Les premières réunions ont eu lieu sur l'Occitanie-Est, là. Alors l'idée, c'est de se rencontrer 3 ou 4 fois par an pour vraiment aborder les besoins et comment on va y répondre ensemble. Alors, comment on construit les rubans pédagogiques, c'est-à-dire l'alternance court-stage, pour pas que tous les instituts mettent les étudiants au même moment.
L'idée aussi, c'est de créer des outils communs de gestion de ces stages. On a déjà là, commencé à faire une cartographie pour savoir où se trouvaient actuellement les stagiaires et par quel institut ils étaient adressés, dans quelle institution. Ça va permettre également de réguler les places de stage en fonction des possibilités et des limites de chacun, d'écrire ensemble les projets d'encadrement, parce que je l'ai dit précédemment, c'est important que les institutions puissent réfléchir à ce projet d'encadrement qui est salutaire pour effectivement l'accueil des stagiaires, mais pas que. C'est aussi salutaire pour leur attractivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Et le troisième point, c'est éventuellement sur des structures qui n'accueillent pas aujourd'hui, mais qui veulent accueillir, mais elles sont assez, trop à distance des instituts de formation. C'est compliqué pour les stagiaires d'y aller, tous les jours en tout cas. Et nous, on souhaiterait effectivement travailler sur le développement des solutions d'hébergement dans les territoires. Et donc là, on a déjà pas mal de pistes. Ça a été fait du côté médical. Là, on souhaiterait le coupler avec le côté paramédical, faire des lieux d'hébergement, en tout cas en sollicitant nos partenaires locaux, hein, les mairies, les lycées, pour pouvoir développer ce type d'accueil. Voilà. Ah, merci beaucoup pour votre intervention, pour toutes ces explications. Nous avons des questions, des remarques qui sont en train d'arriver. Je vais demander à Madame Stervinou de nous rejoindre et je vais déjà vous faire part de ces premiers retours, puisqu'il y en a un qui est déjà assez long. Alors, Nathalie Bonnef, qui est du conseil départemental de l'Aveyron, vous dit « Nous évoquons souvent les difficultés d'orientation et d'apprentissage, les modalités de préparation et de sélection, mais la question des modalités de formation reste peu abordée. Or, nous devons composer avec les étudiants tels qu'ils sont. Ne serait-il pas pertinent d'interroger plus fortement l'évolution de nos formations? Comment mieux accompagner nos étudiants? Le premier levier semble être de faire évoluer nos modalités de formation et d'accompagnement. » Alors, effectivement, là, cette question-là, on la travaillée là, justement dans les rencontres qu'on a eues avec les lycées. Alors, je laisserai après à Christine peut-être intervenir, hein, puisque Christine étant directrice d'institut, elle a aussi beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et en tout cas, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait des étudiants qui arrivaient dans nos institutions déjà avec un certain bagage, qui étaient parfois, pas forcément en adéquation avec nos demandes. Hein, c'est pour ça qu'on essaie d'ajuster les choses. Mais en tout cas, les attendus de la formation, ils sont, je dirais, ils sont un peu incontournables et ils sont réalisés en fonction du métier. Là, par exemple, on vient de retravailler sur l'ingénierie de la formation infirmière. Cette ingénierie de la formation infirmière, elle a été faite après avoir retravaillé sur le référentiel d'actes et d'activités infirmières. C'est-à-dire au regard de l'exercice infirmier, de quelles compétences a-t-on besoin et comment on décline notre référentiel de formation. Donc, il est fait en regard du besoin, je dirais, du métier. Après, effectivement, la difficulté, c'est de s'ajuster avec quels sont les bacs qui sont les plus adaptés et comment on prépare le mieux possible les lycéens pour l'arrivée en formation infirmière. En tout cas, pour cette formation-là. Et je laisse peut-être Christine compléter sur cette question-là. Pardon, j'apporte juste une précision avant que vous ne vous exprimiez, Madame Stervinou. Nathalie Bonnef nous ajoute « L'idée n'est pas de rendre conformes les étudiants aux attendus des écoles, mais de transformer les écoles au profil des étudiants pour accompagner leur formation et professionnalisation, me semble-t-il. » Elle souhaitait apporter cette précision. Oui, alors juste ce que j'expliquais justement, c'est qu'on ne peut pas s'adapter plus que le métier. Vous voyez, on a fait un référentiel de formation. Il faut que on puisse apporter des compétences utiles à l'exercice, à un exercice compétent. Après, je pense que les écoles s'adaptent beaucoup, mais Christine le dira, hein, justement par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, de faire des tests de positionnement, savoir où en est l'étudiant, comment on peut au mieux l'accompagner là où il en est. Hein. On est vraiment, et depuis 2009, alors là on le renforce tous les ans au niveau législatif, mais depuis 2009, on est sur des parcours individualisés. Et juste une petite parenthèse, quand on parlait là, des formations tout à l'heure qui étaient des formations partielles, c'est parce que justement on prend en compte
en compte, on le fait beaucoup pour les AS et les AP, on prend en compte le parcours antérieur pour dispenser justement de ces acquis et faire de centrer sur ce qui reste à acquérir. Donc ça veut dire qu'on a fait une évaluation de chaque parcours d'étudiants et d'élèves. Hein. On est le plus ajusté possible. D'abord sur les stages, c'est vrai que c'est un gros souci de tension au niveau des stages et des territoires, hein, avec tous les partenariats qu'on a déjà établis. Et en plus, ça ajoute à ces stages qui sont classiquement dans les filières au niveau de l'alternance, de nombreux stages de rattrapage, ce qui corrobore aussi le problème de niveau que Réjeanne a évoqué, puisqu'on fait les tests de positionnement sur Pamiers, sur les FMS de Pamiers. Et cette année, par exemple, on a 40% des étudiants infirmiers qui sont rentrés qui ont moins de 10 en français, avec des notes très basses, sur un test de positionnement vraiment basique. Donc, ça nous… Alors, du coup, ces personnes-là, on les reçoit pour leur expliquer que le niveau attendu, il est ce qu'il est et qu'il faudra qu'ils travaillent beaucoup plus peut-être pour arriver à répondre aux exigences. Mais cette baisse de niveau, elle est générale aussi. Je ne dirais pas qu'elle est que sur les IFSI. Je pense que les universités, elles ont aussi ce type d'éléments à mettre en exergue. Mais enfin, en tout cas, nous, ça nous impacte beaucoup. Et comme dirait Jeanne dans le référentiel infirmier, il y a beaucoup d'analyses, par exemple. Il y a beaucoup d'écrits aussi à faire, de traçabilité à mettre en œuvre. Et quand on a un niveau de français où des mots de base, il y a un vocabulaire aussi qui est très faible aujourd'hui sur les cohortes que nous rentrons, sur notre IFMS. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense qu'il serait intéressant aussi de voir les différentes cohortes par institut. Parce que tous les instituts n'ont pas la même cohorte entrante après Parcoursup, c'est certain. Les métropoles, on va dire Toulouse, a une attractivité plus importante que les établissements périphériques, ça c'est sûr, et sur les cohortes, ça se voit aussi. En tout cas, ça impacte forcément l'accompagnement qu'on a à mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment important, l'accompagnement aujourd'hui, il est démultiplié. Alors, pour des problèmes d'apprentissage, pour des problèmes de fragilité aussi, on l'a dit tout à l'heure, le mal-être, la fragilité aussi au niveau d'une précarité sociale, une précarité financière qui se surajoute, des problèmes familiaux, enfin vraiment, voilà, des typologies d'apprenants qu'il faut accompagner sur plusieurs niveaux avec des partenariats à mettre en œuvre sur les territoires, avec les CAF, avec les maisons, avec les épiceries solidaires. Enfin, on est en train de démultiplier les offres pour qu'on puisse accompagner au mieux les étudiants et les élèves. Et pour les AS, je dirais que la problématique aujourd'hui de l'attractivité de la filière, une des grosses problématiques, c'est qu'ils n'ont pas du tout d'aide financière, ni pour les déplacements, et ils n'ont pas d'indemnité de stage. Donc, c'est vrai que quand on leur dit, voilà, la filière AS, pour vous, ce serait plus pertinent parce que vous faites un bac SAPAT, par exemple, et c'est vrai qu'on les incite à ça. Quand ils voient aussi les étudiants qui ont le ticket à 1 euro à midi, ils n'auront rien. Enfin, il y a tout ça. Hein. Je pense qu'il y a une réflexion nationale à avoir sur le sujet parce que les bacs pro, ils ont des indemnités de stage. Aujourd'hui, ils ont des forfaits. Les aides-soignants et les auxiliaires de périculture n'ont rien du tout. Donc, des fois, on les fait partir en stage à 1 heure de route. Ils doivent se payer l'aller-retour. Voilà. Sans aucun défraiement. Donc ça, je tenais quand même à le dire parce que j'ai déjà alerté les élus et je vois que ça ne bouge pas beaucoup, mais ça fait partie de l'attractivité de la filière. Hein. Pardon, Voilà. Madame Stavinou, j'en profite juste pour glisser du coup une remarque de la place de Céline, une remarque de la part de Céline Béal de FAIRE ESS qui dit concernant les bourses sanitaires et sociales, y aura-t-il un travail sur les montants? C'est une question qui ne vous est pas adressée spécifiquement, hein, mais oui, mais
Actuellement, la bourse est de 430 € par mois, en dessous du montant du RSA. Le statut d'étudiant exclut du droit RSA. Donc, pour des personnes en reconversion en projet de formation, cela rend complexe la mobilisation dans ces formations et cela oblige les conseils départementaux à déroger au droit pour permettre la sécurisation de la formation. Je voulais faire cette remarque au moment où vous parliez justement de ces Qui est un parallèle. Hein. Oui. Donc, je vais peut-être enchaîner sur la présentation parce qu'on n'a pas trop de temps non plus. Oui, s'il vous plaît. Donc, nous, sur l'IFMS de Pamiers, on a des lycées environnants qui nous adressaient régulièrement des candidats sur l'IFSI plutôt que sur l'IFAS d'ailleurs. Un lycée qui prépare sur la filière ST2S et un lycée agricole qui prépare au bac SAPAT. Et on s'apercevait que les personnes qu'ils nous envoyaient, ils venaient aux journées portes ouvertes, mais c'était tout. On avait simplement cet échange avec eux. Et les personnes qu'ils nous envoyaient avaient des soucis de niveau, d'orientation aussi. Ils ne savaient pas trop où ils allaient quand ils venaient chez nous. Pourtant, ils étaient venus à la journée porte ouverte. Donc, on a dit qu'on allait, avec ces deux lycées qui étaient à proximité de l'IFSI et de l'IFAS, faire un partenariat. Ce partenariat, il a consisté en 6 étapes. Première étape, on a rencontré les professeurs de biologie, de français, de mathématiques de chaque lycée. Sur le ST2S, c'était plutôt pour les envoyer sur la filière IFSI, sur SAPAT, plutôt filière IFAS. On a échangé, les formateurs de chez nous ont échangé avec ces professeurs pour faire un échange sur les contenus académiques qui étaient sur la filière et les contenus que nous avions en IFSI et en IFAS. Et faire aussi, finalement, leur faire conscientiser les écarts qu'il y avait entre ce qu'ils faisaient dans leur filière et ce qu'on demandait une fois qu'ils rentraient chez nous. Donc, on a aussi échangé sur les modalités d'évaluation, sur les contenus que nous avions à passer, notamment en première année avec des contenus universitaires assez poussés. Et du coup, ils ont pris en compte à la fois nos exigences, le volet aussi des dispositifs d'évaluation, pour monter avec nous un projet qui ciblait des élèves candidats à des filières santé. Voilà, donc ces candidats, ils étaient identifiés par le lycée. Ils étaient ciblés à partir d'une lettre de motivation et d'un entretien qui était fait avec les professeurs des lycées. Une fois que ces élèves volontaires étaient ciblés, ils avaient des apports supplémentaires dans leur parcours le mercredi après-midi ils ont d'ailleurs toujours des apports le mercredi après-midi par les professeurs du lycée sur de l'apport plutôt théorique et des contenus aussi et des quiz sur des évaluations avec des QCM et autres. Ensuite, nous, on a aussi, bien sûr, intégré ces élèves à la journée porte ouverte, mais on a fait de l'immersion. Immersion dans des cours magistraux de 2 heures et immersion dans des séquences de simulation, avec des briefings avec le groupe en post-immersion et des briefings partagés avec les enseignants des lycées. La présentation aussi des filières a été faite sur ces lycées, là plutôt à tout le monde, on va dire, en amont, et avant que les élèves volontaires ne se signalent. Donc, vous voyez, il y a eu d'abord une première approche un peu générale, et ensuite les élèves volontaires se sont signalés et sont venus sur notre processus un peu d'intégration, puisque l'idée, c'est de les accompagner à la réussite et de leur permettre de formaliser au mieux leur projet d'orientation. Donc, chaque apprenant a été reçu aussi dans un entretien par un formateur de l'IFSI qui a aussi écouté les motivations. Il y a eu des apports avec des tests de niveau qui ont été faits au niveau des 2 filières. Et ensuite des apports en matière de biologie, de mathématiques et d'analyse par les professeurs le mercredi après-midi. Ces groupes ensuite ont été, on va dire, identifiés pour un suivi. Alors, qu'est-ce que c'est le suivi ? En fait, une fois que les étudiants rentrent, parce qu'on identifie bien sûr combien ont réussi
à rentrer et par le biais de Parcoursup, puisque ce sont de néo-bacheliers. Quand on a identifié combien sont rentrés dans notre IFMS, on va aussi les suivre de façon particulière pour voir si le dispositif d'accompagnement a répondu finalement aux attentes. Nous, avant aussi qu'ils s'inscrivent sur Parcoursup, on refait un entretien avec eux et avec un enseignant pour essayer aussi de finaliser complètement leur projet professionnel. Et ensuite, on fait une enquête de satisfaction au terme du dispositif. Et puis après, ce sera du suivi individuel. Donc cette année, par exemple, on a 22 élèves volontaires sur ST2S. Donc, ce qui est beaucoup, hein. On est parti parfois à 12, parfois à 5, ça dépend des années vraiment. Cette année, on est à 22 sur le lycée où il y a la filière ST2S, 22 apprenants qui suivent ce parcours. Et sur le lycée Sapat, on est à 10. Donc, c'est quand même des filières pourvoyeuses, on va dire, sur notre établissement. Le SAPAT, c'est plus compliqué de les orienter vers l'IFAS. On fait pareil pour l'IFAS, mais bon, on va dire qu'en travaillant avec les professeurs, on arrive à leur faire comprendre aussi que c'est mieux qu'ils passent par la filière IFAS au départ, au regard du niveau. Quand on les met aussi en cours magistral IFSI, on les met en cours magistral IFSI, les SAPAT aussi, pour qu'ils identifient la marche qui est très importante à partir d'un cours magistral de première année universitaire. C'est aussi pour leur faire conscientiser ça. On les fait aussi aller en cours magistral IFAS. Et on a aussi la filière IFAP, c'est-à-dire auxiliaire de puériculture, qui est parfois demandée par ces bacs SAPAT. Donc, on fait aussi ce travail avec la filière IFAP. Donc, c'est un travail quand même qui est assez lourd pour nos formateurs, parce qu'on n'a pas d'aide pour ça. C'est vraiment du volontariat de part et d'autre d'ailleurs. Ce n'est pas une cordée de la réussite parce que c'est des lycées privés et donc on n'a pas d'aide financière ou autre, mais on s'est dit que pour accompagner au mieux ces jeunes dans une formation qui va leur permettre de s'épanouir et pas les frustrer, parce que c'est aussi ça, hein. Quand on voit des bacs pro qui arrivent et qui n'y arrivent pas justement à répondre aux attendus, c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour eux en premier lieu. Donc, on a quand même une réussite globale, on va dire, de tous ceux qui sont rentrés par ces dispositifs-là sur l'IFSI. Pour le moment, ils y sont tous arrivés. Donc, et pourtant, il y en a qui partaient de loin avec des 10, multiples 10, on va dire. Donc, c'est plutôt positif pour nous parce que c'est un engagement fort. Et pour le bac SAPAT, on a commencé plus tard. Ça fait 2 ans qu'on le fait. Et là, on a eu, l'an dernier, on en a eu 3 simplement qui sont rentrés. Et cette année, on va voir sur les 10 ce que ça donnera. Mais globalement, on va dire que c'est positif pour tous parce que c'est un échange aussi avec les professeurs qui comprennent mieux et qui permettent d'orienter mieux les élèves derrière. Parce que comme ils savent ce qu'on attend, quand des élèves qu'ils connaissent bien, par ailleurs, leur disent « Bon, mais moi, je veux faire IFSI », c'est là qu'ils font un suivi individuel en leur disant « Bon, peut-être il y a d'autres options pour démarrer dans la filière santé ». Et donc, voilà où nous en sommes et ce qu'on continue à faire. Merci pour ce témoignage, madame. Une question de Sophie Pinault qui vous demande quelle est la part d'apprentis parmi les 22 et les 10 étudiants mentionnés. Aucun. C'est tous des filières, c'est des post-bac Parcoursup pour le ST2S et SAPAT d'ailleurs aussi. Et donc, il n'y a aucun apprenti parce qu'en fait, moi, je suis sur un territoire où j'ai fait des réunions pour l'apprentissage. J'ai beaucoup de fonctions publiques territoriales. Et pour le moment, ils n'ont pas les moyens de prendre un apprenti ni d'envoyer d'ailleurs un grand monde. Donc, c'est un problème aussi l'apprentissage. Ce qui me demande souvent, quand je parle au territoire, aux employeurs futurs, ils me disent, mais est-ce qu'on aura derrière un engagement à servir pour l'apprentissage? Mais je leur dis non. Et ça, c'est un vrai souci pour eux. Voilà. Et ça aussi, c'est un problème national, ça n'a rien à voir avec le territoire. Mais...
Il faut peut-être préciser qu'effectivement, pour l'apprentissage, on a beaucoup de formations AS en apprentissage, beaucoup moins dans la formation infirmière. Et dans la formation infirmière, c'est souvent à partir de la troisième année, parfois de la deuxième, mais c'est vrai que comment c'est pas. Et là, on observe quand même une diminution là, hein, du nombre des apprentis. Mais j'ai vu qu'il y avait comment Madame Opérin qui devait être avec nous là ce matin pour en parler mieux que moi. Alors, concernant les indemnités de stage, hein, il y a eu des questions et remarques complémentaires dont je vous fais part. Carole Pinson qui nous dit je rejoins Madame Servinou sur les indemnités de stage dont ne bénéficient pas les élèves AS et AP, qui est inéquitable et se rajoute aux problématiques financières durant la formation, sujet qui a été abordé largement lors des groupes de travail pour l'élaboration du schéma régional des formations SS. Et Yannick Krogenek pose la question, n'existe-t-il aucune configuration où les stagiaires AS ou AP perçoivent des indemnités de stage ? Il y a des régions qui ont fait des régions qui ont donné certains des forfaits, on va dire, d'indemnisation. Hein, j'en avais parlé au conseil régional, j'en avais parlé à M. Michelet, mais pour le moment, ça n'a pas été acté au niveau de l'Occitanie. Ok. Ronan Palazon du conseil régional, chargé de mission au conseil régional, qui parle des bourses, lui, il dit qu'il existe un règlement régional des bourses d'études paramédicales et en travail social. Les montants sont déterminés par un barème d'échelon et la bourse est attribuée pour l'année de formation selon ressources. Les montants sont barémés et encadrés. La région applique les modalités du ministère de l'Enseignement supérieur. Il voulait apporter cette précision. Il y a une question, je voulais juste dire à Madame Frédérique Roca que je n'ai pas oublié sa question, mais je pense que c'est une question qui est plus une remarque et une question concernant les groupes de travail que vous aviez présenté, Madame Simon, qui demandait si un groupe de travail similaire pour les formations sociales est-elle envisageable. Donc, ce n'est pas une question qui vous est adressée, mais qui s'adresse davantage à la DRETS, j'imagine. Et concernant les lieux de stage excentrés, le défraiement des déplacements pour les stagiaires des formations sociales pourrait-il être envisagé? En tout cas, si quelqu'un veut répondre, d'autres que nos intervenantes veut répondre à cette question, ou en tout cas l'enregistrer, je vous en prie. Xavier Dupuis qui dit en raisonnant métier en tension, entre guillemets, pour la fonction publique territoriale, est-ce que vous avez été mis en lien avec le CNFPT? Des aides peuvent être accordées aux collectivités qui veulent recruter des apprentis. Madame Stervino. Je les ai contactés, oui, pour que justement nous puissions travailler ensemble. Bon, pour le moment, ça n'a pas abouti parce que les EHPAD c'était des EHPAD qui avaient d'autres priorités, donc ça n'a pas abouti. Mais bon, je fais du lobbying pour que les AS puissent avoir justement faire de l'apprentissage au niveau du territoire, vu les problèmes de précarité que nous avons. Ça ne marche pas encore, mais peut-être à force, ça va aboutir. Alors là, il y a moins d'aide aussi au niveau national, et donc c'est pas très aidant aussi sur le plan de la mise en place d'apprentissage au niveau de notre IFAS, mais peut-être, en tout cas, il y a certains qui ont dit qu'ils allaient y réfléchir, et Madame Opéren était là aussi pour leur expliquer ce auquel ils avaient droit avec les nouvelles réglementations. Moi, je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Christine précédemment sur les baccalauréats. Effectivement, l'objectif que l'on a aussi, c'est d'affiner, parce que là, on n'a pas les chiffres aujourd'hui, mais c'est d'affiner les abandons en fonction aussi des baccalauréats, pour qu'on puisse renforcer éventuellement justement ce lien entre le bac et la formation. Parce que là, on a, nous, commencé dans nos rencontres avec l'académie, on a commencé à travailler sur les bacs ST2S, qui sont des bacs technologiques, hein, parce qu'on a les bacs généraux, les bacs technologiques et les bacs pro. Donc, au niveau de ce bac technologique, c'est un bac qui s'oriente très largement sur la formation infirmière. Et donc, ce serait intéressant qu'on puisse justement, on en a fait le constat, qu'on puisse avoir des chiffres par rapport à
déjà des étudiants qui sont en difficulté dans la formation, c'est-à-dire quels sont les étudiants qui redoublent le plus ou qui ont le plus de mal à valider leurs UE, quels sont les étudiants aussi qui ne vont pas jusqu'au bout du parcours. Ça, c'est des chiffres intéressants qui nous permettent après d'améliorer l'accompagnement de ces étudiants. Je vais donc vous remercier, mesdames, pour votre intervention, et puis également Mathieu Chêne et Olivier Frances. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous toutes ces données, ces réflexions. Merci à toutes et à tous pour votre participation et vos questions. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à une prochaine fois, à un prochain webinaire. Merci, mesdames. Merci, au revoir. Au revoir.